Au début, la Révolution a obtenu le soutien de la grande majorité des Bretons, aussi bien chez les paysans que dans la population des villes. Mais la guerre, la levée en masse, les persécutions antireligieuses, la prise de pouvoir par la bourgeoisie urbaine et la terreur vont faire basculer l'opinion. C'est ce que nous raconte aujourd'hui Jean-Jacques Monnier dans ce 11e épisode de La Bretagne en histoire. La révolution de l'époque, c'est des luttes intestines entre partisans de différents bords, différents partis, chacun a sa vision de la révolution. En fait, il y a aussi une lutte de pouvoir, tout simplement, entre les grosses têtes de l'époque. Et les Bretons vont payer très cher. Oui, donc au départ, ils sont dans cette lutte très fortement. Et lorsqu'on vote la Déclaration des droits de l'homme, le président de l'Assemblée, c'est un député de Rennes qui s'appelle Le Chapelier. Les Bretons sont en tête de ce mouvement, mais en même temps, il aurait fallu sauvegarder un peu les intérêts bretons et les droits de la Bretagne. Et là, non, ils n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Ils étaient un petit peu gênés, mais ils ont suivi le mouvement et en août 1789, ils ont supprimé les anciennes provinces. Donc on a découpé la Bretagne en 5 départements. Cette division en 5 départements était favorable à tout le monde. Il n'y a personne qui a perdu au change. Les départements ont posé des problèmes parce que ça a tracé des sortes de frontières au sein d'un territoire. Beaucoup de régions qui avaient une vie active se sont trouvées coupées par des limites départementales. Il a fallu faire des marchandages, céder telle partie à tel département. Et ensuite, la départementalisation empêche un développement cohérent de la Bretagne. Il n'y a plus de plan global. Chacun dans son territoire fait ses routes, mais on ne tient pas compte des routes du département voisin. Il y avait quelques problèmes parce qu'il y avait des paroisses qui étaet communes aux marches de Bretagne, c'est-à-dire communes avec l'Anjou, ou communes avec le Poitou, communes avec le Maine. Et là, il y a eu quelques petites distorsions, mais disons qu'à 98%, la Bretagne à 5 départements correspond à la Bretagne historique, à la province de Bretagne. Comment est-ce que la population locale accueille la Révolution d'une part et ses modifications territoriales de l'autre ? Disons qu'au plan individuel, la Bretagne aspirait à cette révolution, donc elle est à la pointe du combat pour les droits de l'homme. Et dans un premier temps, donc, on peut dire qu'il y a un grand enthousiasme. On peut dire que la Bretagne, elle est fédéraliste, girondine, pro-révolutionnaire. C'est lorsque la Révolution va basculer vers la violence, vers la guerre, et vers les mesures policières que les Bretons donc, vont commencer à trouver que ça ne va pas. Une autre cause importante de mécontentement vient de la politique religieuse de l'État qui exige un serment civique des membres du clergé. Et quelles en sont les conséquences ? Une partie des prêtres refuse de prêter serment et fait l'objet de persécutions. Cela provoque une coupure au sein de l'Église et parmi les croyants. L'État central ajoute donc une crise religieuse aux autres problèmes du moment. Des Bretons évincés de manière radicale de la vie politique. Oui, disons que la vie politique française, dans les années qui suivent, va se partager entre deux courants, les montagnards et les girondins. Girondins, c'est-à-dire comme les députés de Bordeaux, c'était des députés provinciaux qui étaient pour une certaine décentralisation, alors que les montagnards estiment que c'est l'état de guerre et qu'il faut centraliser la France. Et c'est d'ailleurs eux qui vont appliquer la terreur. La Bretagne était girondine à l'époque, c'est-à-dire décentralisatrice. Elle va être victime du pouvoir des montagnards et la plupart des notables dans chaque département breton, la Bretagne a été divisée en 5 départements, la plupart de ces notables va être exécutés et on peut dire que les 3/4 du personnel politique vont périr sous la guillotine. Là, ça veut dire que Louis XVI a été tété ? Il va l'être, oui, donc il va l'être en janvier 93. Les Bretons donc, ont été à la pointe de la Révolution, pointe de la Déclaration des droits de l'homme, etc. On va les faire adopter la suppression des provinces, qui n'était pas du tout leur rôle, ils n'étaient pas mandatés pour ça. Alors ils ont dit, consultez les États de Bretagne. Mais jamais l'Assemblée des États de Bretagne ne sera réunie et finalement toutes les mesures qui ont été prises là, normalement, n'ont pas de caractère légal, puisqu'il faut que les États de Bretagne l'approuvent. Ils l'auraient d'ailleurs certainement approuvé, mais donc la Bretagne passe à la trappe finalement, au nom de l'intérêt français. Mirabeau, donc un des chefs de la Révolution, apostrophe les Bretons et leur dit « Êtes-vous Bretons ? Les Français commandent ». Ça le mérite d'être clair.
réaction? Bon, il y a des protestations, mais disons que les désordres de la Révolution s'amplifient et puis on a d'autres problèmes à résoudre. Il y a la Grande Terreur. Oui, 1793-94. Et qui a aussi des répercussions chez nous en Bretagne. Tous les dirigeants du Finistère ont été guillotinés. Ensuite, Napoléon fait sa montée progressive au pouvoir. Oui, désormais le pouvoir se centralise. Disons qu'à partir de la Terreur, à partir de 1794, le pouvoir est à Paris, alors qu'au départ, la Révolution avait admis une décentralisation. Mais donc le pouvoir devient central et ça se joue par coup d'État et contre-coup d'État. Donc désormais, les Bretons n'ont plus leur mot à dire et d'autre part, ça va être la misère parce que leurs ports ne peuvent plus commercer. On est en guerre avec l'Angleterre. Ça va être le grand recul, et sans parler de la boucherie que constituent les guerres napoléoniennes. D'un côté, donc changement de gouvernement quasiment tous les mois, donc on ne sait plus à quel sein se vouer. De l'autre, ponction du sang breton pour aller faire la guerre ailleurs. Donc arrêt économique parce qu'effectivement l'Angleterre ne commerce plus avec la Bretagne. Et à un moment donné, prise de conscience, ou en tout cas réaction des Bretons qui vont rentrer en conflit contre l'ordre établi. Disons qu'entre-temps, il y aura la levée en masse. C'est-à-dire que la France, qui a déclaré la guerre à l'Europe, se trouve attaquée sur tous les fronts et il faut mobiliser des hommes, ce qu'on n'a jamais fait. Et on va donc faire une armée de 300 000 hommes en mars 93 et avec un tirage au sort où la plupart d'ailleurs des tirés au sort devront gagner l'armée et aller se battre sur les frontières. Et là, il y a un mouvement de refus en Bretagne parce que jusque-là, on ne devait pas le service armé hors de la province. Et là, donc, des paysans se regroupent, refusent cette levée en masse. Et ça va donner les chouans. Ça vient de Chahuan, une sorte de chouette, dont le cri sert de signe de ralliement aux insurgés. Et à partir de là, il s'agit d'une sorte de guérilla de paysans qui refusent la conscription. Donc ils vont se cacher. Ils vont d'ailleurs relativement réussir. Les zones de chouannerie vont à peu près éviter la conscription. Il faut bien faire le distinguo, ça n'est pas foncièrement des anti-révolutionnaires. Non, au départ, tous ces gens-là avaient accueilli la Révolution avec faveur. Et puis, peu à peu, donc, ils en ont vu les inconvénients des mesures autoritaires, des mesures qui favorisaient surtout les villes par rapport aux campagnes, et surtout les bourgeois des villes. Et donc, il y a une sorte de jacquerie anti-bourgeoise, anti-urbaine qui se forme, avec à la base le refus de la conscription, donc le refus du service armé hors de la province. Qui levait en masse? Napoléon pour ses armées? Ça a commencé sous la Révolution, donc la levée en masse a commencé dès 1793, des tirages au sort. Les paysans se rassemblent, se révoltent, et une partie d'entre eux refuse le tirage au sort, refuse de partir à l'armée, et vont former des petits groupes de réfractaires. Un peu comme le STO au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on prend un village, tous les hommes ont un numéro, on tire au sort et celui qui est pris part au conflit. Oui, et en plus, comme ce sont les paysans qui partent pratiquement à tous les coups, la bourgeoisie urbaine arrive à échapper à la levée en masse. Donc il y a ce mouvement de refus dans une partie de la Bretagne. Et on aura donc des réfractaires. Et ces réfractaires vont se réunir, former des petits groupes qui vont faire des opérations militaires. Mais leur but n'est pas de prendre un pouvoir, leur but est seulement de s'opposer à la levée en masse et à la conscription. Et ils vont d'ailleurs partiellement y réussir. Les prêtres se joignaient à eux? Les prêtres se sont trouvés persécutés, eux aussi, de leur côté, avec des mesures prises par la Convention montagnarde. Et du coup, ces prêtres vont rejoindre un peu les réfractaires. Ils ne vont pas en prendre la tête, mais ils vont se cacher avec eux. Et puis des royalistes et des nobles aussi vont se retrouver avec ces prêtres et avec ces paysans. Ces chouanneries vont monter en puissance? Oui, il ne faut pas confondre la chouannerie et la Vendée. En Vendée, c'est une armée en ligne qui va être vite encadrée par les royalistes, par les monarchistes, par des nobles. Alors qu'en Bretagne, la chouannerie reste un mouvement paysan. On va souvent chercher les nobles pour les conseils militaires. On a besoin de chefs militaires. Les nobles ont souvent une formation militaire. Mais le mouvement n'est jamais dirigé par la noblesse. Et finalement, donc, quand il échappe à la conscription, le Chouan est prêt à arrêter sa révolte. Est-ce à cette époque qu'arrive François de Charette? Lui, il vient en fin de mouvement, prendre un peu la tête du mouvement et essayer de lui donner une orientation royaliste plus marquée. Mais bon, ce n'est plus la chouannerie de départ où une masse de paysans bretons ont refusé la conscription. Napoléon monte en puissance, il va se trouver face à un autre personnage émergent dont il faut bien parler puisque son nom est encore sur beaucoup de lèvres, c'est Cadoudal. Oui, donc Cadoudal, c'est un jeune breton du Morbihan qui a une vingtaine d'années au moment de la Révolution.
Il voulait être notaire ou prêtre. Et finalement, donc, la Révolution l'amène à participer à la chouannerie et à rejoindre tout de suite ceux qui sont le plus engagés dans le royalisme, c'est-à-dire les Vendéens. Et il participe aux côtés des Vendéens à la bataille de Savenay, qui est perdue d'ailleurs par les Vendéens. Et ensuite, il participe à d'autres révoltes. On peut dire que Cadoudal est un révolté permanent, très sincèrement monarchiste. Dans ce sens-là, il n'est pas tout à fait représentatif de la chouannerie. La Bretagne sort épuisée des guerres de la Révolution et de l'Empire. 23 ans de guerre, en particulier maritime, l'ont ruinée. Peu à peu, elle va pouvoir s'ouvrir à nouveau sur la mer et disposer de quelques ressources extérieures nécessaires à sa population, nombreuses pour l'époque. Comment va-t-elle retrouver un peu de vie et de dynamisme? C'est ce que vous découvrirez dans le 12e épisode de La Bretagne en Histoire. À bientôt!